l'atome planétaire, avec l'électron qui gravite autour du noyau, comme la Lune autour de la Terre. Si vous croyez à cette image, c'est que vous êtes en 1912. Depuis, la physique moderne nous a appris que l'électron n'est pas une bille, juste une brume de probabilité qui envahit l'espace autour du noyau. Mais comment raconter l'histoire d'un objet fantôme sans perdre pied? Alors tant pis, restons dans notre monde familier, celui des boules et des signes, des positions et des trajectoires. C'est à la fin du XIXe siècle que l'électron fut découvert, alors qu'il était libre, détaché du noyau. Son histoire est d'abord l'histoire de l'électricité avant d'être celle des atomes. Retour sur une existence longtemps restée cachée. La foudre a toujours effrayé les hommes en même temps qu'elle les a fascinés. Difficile dans les temps antiques de ne pas imaginer la lutte du ciel contre la terre ou l'expression d'une colère divine. Les légionnaires romains voient comme un prodige leurs piques s'enflammer sous l'orage. Les matelots de Christophe Colomb voient comme un présage les feux de Saint-Elme, ces apparitions de lumière à la pointe du grand mât. La foudre ne sera domptée que dans les années 1750, quand Benjamin Franklin découvrira la nature électrique des éclairs et inventera le paratonnerre. La superstition sera refoulée et l'utilité des savants démontrée. On connaissait depuis l'Antiquité le pouvoir de l'ambre jaune qui, une fois frotté, attire les corps légers. Mais personne avant William Gilbert ne s'était aventuré sur le chemin expérimental. Frottant tout ce qui lui tombe sous la main, il découvre que d'autres matériaux possèdent la même vertu que l'ambre, vertu qu'il qualifie d'électrique. Électrique vient de électron, qui veut dire ambre en grec. Vers 1660, l'Allemand Otto von Guericke construit la première machine à friction qui produit de l'électricité. Un globe de soufre qui tourne autour d'un axe pendant qu'on le frotte avec la main. L'instrument qui manquait aux physiciens est trouvé. Le XVIIIe siècle voit les machines à friction se perfectionner et se répandre en Europe. Effets d'attraction et de répulsion, décharges, étincelles, secousses et commotions, les phénomènes liés à l'électricité paraissent bien connus. S'ils n'ont pas d'utilité dans la vie courante, ils suscitent en revanche la curiosité d'un public de plus en plus nombreux, friand de découvertes en ce siècle des Lumières. L'abbé Nollet est le principal artisan de cet engouement. Orateur brillant et grand vulgarisateur, il monte ses expériences comme des spectacles, met en scène ses instruments et fait participer la foule. Lueurs, étincelles, secousses. Mais l'abbé, c'est de la magie. Non, monsieur, c'est de l'électricité.
Néanmoins, l'article sur l'électricité de l'encyclopédie traduit bien l'embarras des physiciens, très partagés sur la nature de l'électricité. Matière très fluide et très subtile, différente par ses propriétés de toutes les autres matières fluides que nous connaissons. C'est une grenouille qui est à l'origine d'une révolution, ou plutôt une grenouille coupée en deux, dans le laboratoire de Luigi Galvani. En reliant un nerf et une patte par un compas constitué de deux métaux, cuivre et zinc, Galvani constate une contraction, comme s'il s'agissait d'une commotion électrique. Mais là, point de machine à frottement pour la provoquer. Pour Galvani, la grenouille possède, même morte, une électricité. Alessandro Volta n'y croit pas. Pour lui, c'est la présence de deux métaux différents qui provoque l'électricité, la grenouille jouant simplement le rôle de conducteur. Pour le prouver, Volta empile une rondelle de cuivre, un tissu imbibé d'eau salée qui joue le rôle de la grenouille, et une rondelle de zinc. Victoire! En touchant les fils, Volta ressent un petit picotement. Mieux, le picotement persiste. Le courant continu est né. L'électricité, jusque-là statique, devient dynamique. La pile de Volta va devenir une mine inépuisable de découvertes. À commencer par l'électrolyse, qui révèle une nouvelle propriété de l'électricité, celle de séparer les éléments chimiques beaucoup plus facilement que ne le faisait Lavoisier par chauffage 30 ans plus tôt. Une interrogation vient à l'esprit de Michael Faraday et de quelques autres savants. L'attraction électrique ne serait-elle pas la force qui relie les corps entre eux, peut-être même la force qui relie les atomes entre eux? Nous sommes dans les années 1830 et la théorie atomiste développée 30 ans plus tôt par John Dalton a fait son chemin. Bien que nous ne sachions rien de l'atome ni de l'électricité, déclare Faraday, nous ne pouvons nous empêcher de penser que la matière est faite de petites particules dotées de puissance électrique. Dans l'électrolyse, Faraday montre qu'il faut toujours la même quantité d'électricité pour dégager, par exemple, 1 gramme d'hydrogène ou 8 grammes d'oxygène. Il pourrait en déduire que chaque liaison chimique est rompue par une quantité d'électricité élémentaire, toujours la même, mais il ne veut pas s'aventurer davantage. Il faudra attendre 1891 pour que le physicien irlandais John Stoney ose franchir le pas. Cette charge électrique élémentaire, il va la nommer électron. L'électron n'est encore qu'une unité d'électricité. Pour arriver à la particule, il va falloir des moyens expérimentaux plus performants. Le passage de l'électricité dans les gaz raréfiés émerveillait le public des salons scientifiques, depuis les œufs de l'abbé Nollet jusqu'à ces merveilleuses sculptures lumineuses et éphémères du souffleur de verre Heinrich Gessler. Ces instruments vont considérablement faire progresser les scientifiques dans leur conception de la matière et de l'électricité. Ce sont des tubes de verre munis d'électrodes dans lesquels on a fait le meilleur vide possible. L'arrivée de la bobine de Ruhmkorff, qui peut délivrer une très haute tension aux électrodes, les fait entrer dans les laboratoires européens où ils occupent une place de choix. Le passage de l'électricité dans les gaz raréfiés fascine les savants, car les grands phénomènes, électricité, magnétisme, lumière et chaleur, s'y manifestent ensemble.
Dans les années 1860, une belle luminescence envahit les tubes. Puis, les pompes à vide se perfectionnant, on pousse la raréfaction du gaz jusqu'à faire disparaître l'illumination. Il demeure une lueur verte sur la paroi opposée à la cathode. C'est le verre qui devient phosphorescent. Quand on interpose une croix métallique, son ombre se détache sur la paroi, preuve que des rayons partent de la cathode et traversent l'appareil. Mais que sont ces rayons cathodiques? Une lumière invisible, comme le prétend l'école allemande, ou un flot de particules de matière, comme le prétend l'école anglaise? C'est le français Jean Perrin qui les départage. Puisque le faisceau est dévié par un champ électrique, ce sont des particules chargées négativement. Est-ce que ce sont des particules arrachées à la cathode? La réponse vient entre autres de Cambridge, où Joseph Thomson construit le dispositif décisif. C'est une ampoule longue de 30 cm où règne un vide très poussé. À l'intérieur, une cathode, une anode percée d'un petit trou, deux plaques métalliques qui créent un champ électrique. À l'extérieur, Thomson peut ajouter un électroaimant pour produire un champ magnétique. Thomson branche la haute tension aux électrodes et applique le champ électrique. Le faisceau étroit qui franchit l'anode subit une force électrique descendante, confirmant qu'il est constitué de particules d'électricité négatives. Il branche l'électroaimant et l'ajuste pour que la force magnétique ascendante compense exactement la force électrique. Le faisceau ne subit plus de déviation. Fait remarquable, le comportement du faisceau est toujours le même, que la cathode soit en fer, aluminium, platine ou autre. Les particules sont donc des constituants universels de la matière. Et surtout, l'égalité des deux forces permet à Thomson de simplifier ses équations et de calculer le rapport entre la charge et la masse des particules. La valeur trouvée est 2000 fois plus grande que celle de l'hydrogène dans l'électrolyse. Thomson suppose que le porteur de la charge électrique est 2000 fois plus léger que l'atome d'hydrogène. Il mettra plus de 10 ans à reconnaître dans cette particule l'électron de Stoney. L'électron vient d'être démasqué. Le défi suivant est de mesurer directement l'un des deux termes du rapport. Le physicien américain Robert Millikan prouve en 1910 qu'un dispositif très simple permet d'accéder à une valeur très petite, la charge de l'électron. Un atomiseur qui projette de fines gouttes d'huile, deux plaques métalliques qui créent un champ électrique, un petit trou percé dans la plaque du haut. Les gouttelettes se chargent négativement en recevant par frottement un petit nombre inconnu d'électrons. Une goutte passe à travers le trou. On ajuste le champ électrique pour qu'elle reste suspendue en équilibre. La force électrique contrebalance alors son poids. Poids que l'on détermine en mesurant la vitesse de chute. Millikan observe des milliers de gouttes et constate que leur charge est toujours un multiple entier d'une charge élémentaire. C'est la charge de l'électron. Charge élémentaire, masse. Le portrait de l'électron est-il complet? Loin de là. Le XXe siècle va l'inclure dans la composition des atomes, lui reconnaître une nature ondulatoire, l'attacher à des nombres quantiques, repérer son double et bien d'autres choses encore. Toujours le même, toujours différent, l'électron ne cesse de se dévoiler et aujourd'hui encore, nous continuons à écrire son histoire.